Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après une petite absence, comme d'habitude, on s'y fait, je voulais revenir à l'origine sur YouTube avec ma vidéo sur le tapis rouge à Cannes parce qu'il y a quelques mois j'ai été invitée au Festival de Cannes par le biais du partenariat entre YouTube, CNC et Arte. Mais cette vidéo me donne un petit peu du fil à retordre et est assez longue et compliquée à préparer parce que j'ai vraiment envie de bien la faire tout simplement. Du coup je me suis dit je me prends le temps et puis elle viendra quand elle viendra. Donc me voici pour une autre vidéo que celle qui était prévue. 80% des DM sur Insta que je reçois me posent la question de comment est-ce qu'on fait quand on s'y connaît pas pour s'informer sur le monde de la mode. Et notamment aussi par le biais de la philo. Parce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne me connaissent pas, que moi j'ai fait des études de philosophie. Donc dans un premier temps, je vais surtout vous parler d'un constat qui est le suivant. Il y a un traitement très uniforme et unilatéral dans les médias mainstream concernant la mode, et c'est bien dommage. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais essayer de faire aussi ce même constat dans le milieu de la recherche ou pas, notamment en philosophie, en parlant un peu de moi, mes études, de mon parcours à moi et de comment est-ce que justement je me suis retrouvée à devoir faire face à des problèmes d'ordre bibliographique. Ensuite, dans un troisième temps, c'est quand même un peu le cœur de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on fait pour justement contrer ce constat-là? Comment on fait pour s'informer? Je vais vous donner un peu des petits tips. Et enfin, toute dernière partie de la vidéo, je vais un petit peu répondre à vos questions parce que je vous avais demandé sur Insta si vous en aviez. Voilà, si ça vous dit, n'hésitez pas à vous installer confortablement. Et puis, c'est parti! Je prends pas un grand risque en affirmant que la mode a de plus en plus infiltré nos médias, nos fils Insta, nos réseaux sociaux, tous nos supports journalistiques. D'ailleurs, ceux-ci se sont démultipliés parce que maintenant on a non seulement les journaux, les magazines habituels, on a aussi les webzines, on a les chaînes YouTube, on a les blogs, bref, on a beaucoup de canaux d'information grâce auxquels on pourrait justement lire, apprendre, regarder, essayer de décortiquer un peu l'industrie de la mode. Malheureusement, et ça c'est pas que un constat que moi je fais, mais c'est un constat que partagent beaucoup de critiques de mode et de théoriciens de la mode, il demeure un traitement très uniforme, très unilatéral de la mode. En fait, dans la quasi-totalité des médias qu'on consomme tous les jours, on y dépeint la mode comme étant un simple phénomène visuel. C'est-à-dire qu'on décrit les tendances, qu'on décrit les do's and don'ts, c'est-à-dire ce qui est à la mode, ce qui n'est pas à la mode, la couleur de la saison, le mannequin qu'il faut suivre sur les réseaux sociaux, ce jeune styliste émergent. Dorénavant, il s'agit davantage d'expérimenter la mode que de la commenter ou même de l'analyser en fait. Justement, c'est selon moi ce qui manque crucialement au paysage médiatique contemporain, c'est le critique de mode. C'est-à-dire qu'on a l'habitude d'entendre parler de critiques d'art, de critiques de musique, de critiques de cinéma, mais les critiques de mode, on n'en connaît pas, ou trop peu du moins. Or, le travail du critique, il est essentiel pour comprendre le rôle de la mode dans nos vies. Le rôle du critique et son travail ne doit pas être confondu avec celui du rédacteur de mode, du fashion editor. Le rédacteur de mode, il a une trop grande proximité avec le milieu. Non seulement par le fait que le magazine dans lequel il est publié, dans lequel le rédacteur ou la rédactrice écrit, c'est un magazine qui dépend des revenus publicitaires. Mais en plus de ça, les rédacteurs de mode sont assez connus dans le milieu, et pas que, et entretiennent des relations souvent très proches avec notamment les stylistes, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des cadeaux, qu'ils sont invités aux soirées privées, etc. Il faut pas être Einstein pour comprendre que ça biaise un petit peu la distance critique, le recul dont on aurait besoin justement pour fonder une analyse plus distanciée, plus critique, plus réfléchir, raisonner et contextualiser des phénomènes de mode. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de critique de mode? Je pense qu'il y a tout simplement un argument d'ordre économique, c'est-à-dire que la critique c'est pas très glamour, c'est pas très vendeur. On a toujours cette image du critique comme étant très scolaire, très chiant, tiré à quatre épingles. On associe très rarement la critique avec le plaisir de la lecture. Et pourtant c'est un jugement qui pour moi ne vaut pas trop parce que le travail du critique c'est pas le travail du théoricien de la mode, c'est-à-dire qu'il ne s'adresse pas aux universitaires, il s'adresse à des gens
qui s'en foutent de la mode, qui connaissent pas les designers, les mannequins, les trucs, qui connaissent pas cette industrie forcément. Et d'ailleurs, Lars Wenzen, qui lui est un théoricien de la mode et un philosophe, il a écrit dans l'ouvrage collectif Philosophical Perspective on Fashion, je cite, que le critique de mode se situe quelque part dans le continuum entre le reportage de mode et la théorie de la mode. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de la théorie, mais c'est pas tout à fait de la théorie. Voilà ce qui explique pourquoi on a du mal à lire des trucs pertinents sur la mode, on a du mal à s'informer, pourquoi est-ce que ça coule pas de source, pourquoi quand on connaît pas finalement cette industrie, on sait pas trop par où commencer. Et ça je le comprends parce que moi j'étais pareil quand j'ai... Aïe, je me suis fait mal. J'étais pareil quand j'étais ado et que je voulais commencer à m'y intéresser, je savais pas en fait comment commencer. Et je l'ai fait par le biais de mes études, ce qui m'amène au point numéro 2, à faire un peu un état des lieux dans la recherche. Dans la recherche, et plus spécifiquement en philo, c'est aussi compliqué. C'est-à-dire que c'est pas un sujet qui est très prisé des philosophes, ni des universitaires de manière plus générale, même si ça commence à le devenir. Il faut aussi dire qu'en France, on a 25 ans de retard, comme d'habitude. Dans les pays anglo-saxons, il existe des fashion studies au même titre que des gender studies, que des cultural studies, etc., etc. En France, on a du mal avec ça à cause de tout un héritage intellectuel qui nous vient de Platon, puis de Descartes, puis des Lumières, qui cultive une espèce d'aversion quant au domaine des apparences, et notamment des apparences sociales. Mais bon, ça j'en parlerai dans d'autres vidéos, c'est pas le sujet. Moi j'ai commencé à m'intéresser à la philosophie de la mode en 3e année d'études quand j'étais en L3. Je devais rendre un mémoire, alors c'était pas un mémoire de M2, c'était un petit mémoire de, il me semble, entre 60 et 80 pages. Mais voilà, c'était un premier travail de recherche. Et moi j'ai décidé de me consacrer au concept de visage chez Lévinas. Lévinas, Emmanuel de son prénom, c'est un philosophe du XXe siècle qui a notamment développé le concept de visage. Selon lui, faire l'expérience du visage d'autrui, c'est pas seulement voir 2 yeux, des sourcils, un nez, une bouche. C'est au contraire faire une expérience qui va par-delà le sensible, qui perce le sensible. C'est faire une expérience éthique. Quand je vois le visage d'autrui, j'ai l'injonction éthique de protéger autrui, de préserver sa vie. C'est le tu ne tueras point lévinassien, c'est une formule assez connue en philo, enfin bref. Ça veut dire que tout de suite m'est reportée la responsabilité de cette vie qui est face à moi. En voyant le visage d'autrui, je me rends compte de sa vulnérabilité et de mon rapport à lui qui a un rapport de nature d'ordre éthique. Moi ce qui m'intéressait c'était d'interroger justement ce concept de visage et cette injonction éthique au regard de l'industrie de la beauté, et notamment la tendance de l'industrie de la beauté à standardiser, uniformiser les traits du visage féminin pour qu'il atteigne la perfection, la beauté ultime, selon la tendance du moment évidemment. En gros, je me demandais si en uniformisant le visage des femmes, l'industrie de la beauté ne tendait pas à déshumaniser le visage et à faire manquer l'injonction éthique. Puisque en fait, selon Lévinas, le visage doit être vécu et non pas vu, et encore moins contemplé. Donc toute cette question m'a occupée pendant 1 an, et en gros je me suis très vite rendu compte que j'avais un problème de bibliographie majeur, puisque je ne connaissais aucun théoricien ni philosophe de la mode, si ce n'est Georg Simmel, mais à l'époque je le connaissais pas trop, je vais vous en reparler dans un instant. Finalement j'ai réussi à écrire mon mémoire, je suis arrivée en Master 1, en Master 1 j'avais pas de mémoire à écrire, mais bon j'ai continué un peu la recherche et tout. Ensuite j'ai fait une année de césure pendant laquelle j'ai fait un stage en conception-rédaction chez Chanel, puis j'ai bossé en freelance toujours en conception-rédaction chez Chanel, donc j'ai un peu arrêté la recherche et tout. Puis ça me mène à septembre 2021, donc septembre dernier, où j'arrive en Master 2. Et je sais qu'à la fin de l'année, j'ai un mémoire à écrire de philosophie contemporaine. Et en fait, mon sujet de mémoire cette année, c'était un sujet qui n'était pas lié à un philosophe en particulier. C'est-à-dire que en L3, du coup, j'avais quand même beaucoup à expliciter la pensée de Lévinas et son concept. Donc c'est ça qui m'avait un peu sauvée. Or, cette année, en fait, mon sujet, j'ai décidé de le porter entièrement sur la mode féminine. Je voulais comprendre qu'est-ce que ça voulait dire d'un point de vue conceptuel, d'un point de vue philosophique. Et donc je me suis inspirée des réflexions
de plein de philosophes différents finalement, pour comprendre en fait le paradoxe de la mode qui pour moi a pour effet d'octroyer au sujet féminin une forme de pouvoir alors qu'elle fait du sujet féminin un objet de perception, un objet de désir. Et je voulais savoir de quelle nature était ce pouvoir, quelles étaient ses limites, etc., etc., etc. Je me suis beaucoup finalement axée autour de la philosophie de Georg Simmel. Georg Simmel, c'est un philosophe et un sociologue du début du XXe. Ce qui est très intéressant et très pertinent chez Simmel, c'est qu'il ne résume pas la mode qu'à un fait social ou un fait politique. C'est-à-dire qu'il n'oublie jamais que la mode, elle a une réalité esthétique, elle a une réalité sensible, c'est son régime propre en fait. La mode n'est pas seulement instrumentalisée par le pouvoir. Il existe quelque chose d'autre qui s'y joue, notamment parce qu'elle tire parti des oppositions inhérentes à la nature humaine. Par exemple, les oppositions entre individualisme et conformisme, entre désir et répulsion, entre soumission et libération ou émancipation, etc. etc. Et c'est justement pour cette raison que la mode est, selon Simmel, l'un des leviers les plus puissants pour saisir et comprendre la formation de l'individualité moderne, du sujet moderne. Donc je suis vraiment partie des travaux de Simmel pour développer ma réflexion, mais aussi notamment dans la même veine du bouquin de Barbara Carnevali, Social Appearances, A Philosophy of Display and Prestige, qui est un bouquin qu'elle a écrit en italien, qui a été traduit en anglais, qui n'existe pas en français malheureusement, mais franchement si vous vous y connaissez un peu en philo, parce que là pour le coup c'est un petit peu plus pointu, et que vous êtes à l'aise en anglais, il faut lire cet ouvrage, vraiment c'est hyper édifiant à plein d'égards. Elle s'inscrit vraiment dans l'héritage de Simmel et elle réactualise les thèses simméliennes dans quelque chose de très contemporain, et ça c'est quand même génial parce que Simmel ça reste début du 20e. Surtout ce qui a été très bénéfique, c'est que cet ouvrage je l'ai lu en septembre et il est très riche, il y a beaucoup de références, elle renvoie à plein d'auteurs et d'autrices différents. Tous les auteurs, toutes les autrices dont elle parlait, je suis un peu allée, je me suis tournée vers eux. Je vous mettrai dans le lien de cette vidéo ma bibliographie pour mon mémoire. Il y a des choses à prendre, des choses à laisser, c'est pas parce qu'il y a des trucs dans ma biblio que je les ai appréciés, que c'est le Graal ni rien. Il y a aussi beaucoup d'ouvrages de sociaux, de théorie de la mode, même de psychanalyse, etc. parce que je trouve que c'est essentiel pour aborder la mode que d'avoir un point de vue pluridisciplinaire. Et ça, je le dis pas parce que c'est un peu à la mode, d'avoir une approche pluridisciplinaire, etc. dans le milieu académique, dans le milieu universitaire, mais parce que vraiment, en fait, la mode, c'est un objet d'étude qui est très compliqué parce qu'il est à la fois très dense et à la fois très creux. Et notamment un petit bouquin aussi qui m'avait vachement fait réfléchir là-dessus, c'est un petit bouquin qui s'appelle L'or de la nuit de Henri Reynal. C'est hyper intéressant ce bouquin parce que ça montre vraiment à quel point quand on parle de mode, on échappe à toute typologie de discours, à une classification. On peut pas être dans une seule case. Quand on parle de mode, en fait, on est obligé d'avoir un savoir qui soit pas hermétique, un regard qui soit pas cloisonné. Il faut ouvrir au maximum. Et ce petit bouquin, je vous conseille vraiment de le lire, c'est vachement beau, c'est vachement bien. Dans son ouverture, il parle de la jupe et il fait une comparaison entre la jupe et la montagne. Parce qu'il dit que la mode, c'est une matière vivante. Et ça rejoint vachement la thèse simmélienne qui dit que la mode c'est une forme de vie. Voilà, donc moi l'année prochaine, je n'arrête pas les études, je continue mais au London College of Fashion dans un master qui s'appelle Fashion Cultures and Histories. C'est un master plutôt orienté théorie de la mode, recherche, à ce que j'ai compris, je verrai en septembre. Et j'ai assez hâte de voir comment on fait de la recherche et de la philo aussi de mode dans un autre pays. Assez parlé de mes études, maintenant parlons de mes conseils pour s'informer sur la mode, et pas que en philo, pas que en recherche, mais de manière plus générale. Alors d'abord, parce que je parlais du coup de philo, des cours et tout, je peux vous donner un peu des pistes pour assister à des séminaires si vous êtes à Paris
qui parlent de mode parce qu'il y en a. Il y en a pas énormément, mais il y en a quelques-uns. Alors moi j'ai fait mes études à Paris, donc je suis désolée pour ceux qui vivent en province. En plus moi qui suis originaire d'Alsace, je sais que c'est très chiant cette capitalisation à Paris de tout et notamment de la mode. Il y a pas mal de séminaires à l'EHESS. Il y a notamment un prof là-bas qui s'appelle Emmanuel Coccia. C'est un Italien qui a beaucoup travaillé sur la mode. Il a notamment publié il y a quelques années un petit bouquin qui s'appelle La vie sensible, qui se lit très facilement, qui est très facile d'accès, dans lequel il y a un chapitre dédié à la mode, c'est vraiment pas mal. Coucou, c'est Amélie du montage qui parle, c'était juste pour vous dire que je viens de checker et en effet Emmanuel Coccia anime un cours à l'EHESS cette année intitulé Introduction à la haute couture contemporaine. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez checker sur leur site, je pense qu'il y a toutes les infos. Il me semble que ça débute en octobre. Ma batterie est morte comme d'habitude, et entre temps je suis allée me faire couper les cheveux. Je disais donc que... Il y a aussi Barbara Carnevali. J'avais aussi suivi son cours cette année à l'EHESS sur l'individualisme esthétique. Elle le poursuit l'année prochaine avec quelque chose de plus contemporain. Je crois qu'elle ira jusqu'à Foucault. Donc voilà, si vous êtes à Paris et que vous voulez vous inscrire... Franchement, c'était vachement bien. Il y a aussi un truc qui est pas mal, c'est pour ceux qui sont à Paris ou autres, l'Institut français de la mode. Ils ont un site sur lequel ils recensent plein de podcasts. C'est les podcasts de leurs conférences, justement. Ils organisent pas mal de conférences, certaines en partenariat avec France Culture. Et après, voilà, ils mettent à disposition les podcasts de ces conférences. Et là, récemment, il y avait tout un cycle sur le visage et la beauté. On parlait de ça en évoquant mon sujet de mémoire de L3. Sinon, moi j'ai tendance à dire les livres c'est toujours bien. Alors pour acheter des livres de mode à Paris, bon il y a plein d'endroits mais ça c'est vite très cher. Il y a notamment la librairie de la mode qui est plutôt pour les professionnels, mais bon là il y a plein de livres du coup. Sinon je sais que le magasin du musée des Arts Déco, il est vraiment pas mal. Enfin à chaque fois que j'y vais j'ai envie d'acheter 300 livres, mais c'est très cher. Donc moi je vous conseille plutôt d'emprunter des bouquins dans des bibliothèques. Pareil, et ayant fait mes études à Paris, je peux que vous conseiller des bibliothèques parisiennes. Ce qu'il faut faire déjà, c'est aller sur le catalogue Sudoc. C'est un catalogue en ligne et en gros vous tapez le nom de votre ouvrage et là vous voyez où est-ce qu'il est dispo dans toutes les bibliothèques de France en fait, ça recense ça. C'est hyper pratique. Moi pour mon mémoire j'ai emprunté beaucoup de bouquins à la bibli de l'ENS forcément. Je sais qu'à la BSG il y a pas mal de trucs aussi. La BPI à Beaubourg ils ont aussi beaucoup de livres de mode, beaucoup de livres d'art de manière générale mais pas mal de théorie de la mode aussi. La bibli des Arts Déco, donc du musée des Arts Déco, c'est hyper bien. Moi j'y avais pas accès mais si vous trouvez une manière d'y avoir accès, franchement il y a beaucoup de livres de théorie de mode, de philo de mode, même de catalogues d'exposition et tout. Donc ça c'est vraiment chouette. Et aussi à l'INHA parce que c'est quand même une bibliothèque d'histoire des arts, donc il y a pas mal de trucs en lien avec la mode. Le seul hic, il me semble, c'est que c'est pas possible de les emprunter, il faut les consulter sur place. Après, c'est pas très grave, vous me direz. En plus, c'est un bel endroit. Après, moi, je vous conseille aussi de checker les publications de la maison d'édition Bloomsbury. Ils ont une sélection de livres de mode qui est juste gigantesque. C'est vraiment trop bien. Je vous conseille vraiment de regarder. Vous pouvez les suivre sur Insta aussi parce que du coup ils mettent leurs parutions récentes sur Insta. Ça donne des idées voilà, de livres à acheter, à consulter, à se faire offrir, etc. Après il y a Internet. Franchement Internet... la vida quoi j'ai envie de vous dire. Donc déjà je vous conseille de suivre Inquiétude Textile, c'est Marie Chillet, c'est une chercheuse aussi qui a fait une thèse sur le drapé en philosophie aussi et en gros elle a un blog et un compte Insta. Sur son blog il y a pas mal d'articles, je sais pas si c'est encore d'actualité mais toujours est-il que ça fait des trucs un peu de philo de la mode, ça peut donner des pistes, c'est vraiment pas mal. Je vous conseille vraiment de suivre aussi Culture de mode sur Instagram, c'est un réseau français de chercheurs sur la mode. Ils ont aussi fait un podcast, je sais pas ce qu'il vaut, je l'ai pas écouté, mais je vous mettrai de toute manière tout en barre d'infos. Après pour ce qui est moins recherche mais plus critique, moi je suis House of Dana. Elle fait des reviews de défilés de mode mais aussi des points sur voilà certains faits d'histoire de la mode, etc. Franchement je la kiffe, son contenu est assez spontané, assez simple. Je pense que c'est une très belle entrée en matière par exemple de la suivre. Après il y a mon compte Insta préféré
qui est sapé comme jadis. Vraiment, je suis fan de ce compte Insta. C'est des histoires en fait à partir de photos, d'histoires de la mode, et puis c'est hyper bien raconté. Je crois qu'elle a fait un livre de son compte Insta. Je suis plus sûre, mais il me semble bien que oui. Moi, je suis aussi Saveria Mendala, qui est en fait une thésarde à l'EHESS, et elle fait des reviews de défilés. Je trouve qu'elle a une jolie plume. C'est aussi dans un genre de contenu, une approche un peu plus intellectuelle, intellectualisée à la mode. C'est vraiment sympa. Je vous conseille bien évidemment de suivre Suzy Menkes, ou du moins ses reviews sur Vogue, parce que pour le coup, elle fait vraiment des critiques des défilés la demi-heure qui suit après le défilé, mais quand elle aime pas, elle aime pas. Enfin, je trouve qu'il y a un truc d'honnêteté qui est quand même assez agréable, de transparence, et puis elle a surtout une culture de la mode qui est assez impressionnante. Bah, dans le genre culture de la mode, il faut suivre Loïc Prigent, mais lui, je pense que vous connaissez. Edouard Eninfoul, qui est le rédac chef de Vogue UK et qui a complètement rebrandé le Vogue britannique. Moi, je le trouve... c'est un des mecs de l'industrie que j'admire le plus. Il est assez politisé. Enfin, je trouve qu'il y a un rapport politisé à la mode qui est pas que de façade et qui est assez intéressant, du coup voilà. Sur YouTube, je vous conseille, moi j'avoue je regarde pas tant de contenu mode sur YouTube, mais Hot le Mode et Minali, c'est les deux qui me viennent à l'esprit, ils sont assez connus aussi. Après bon, c'est des Américains, donc des fois moi je trouve que c'est un côté un peu consensuel, un peu puritain, un peu lisse. Mais bon, franchement leurs analyses elles sont quand même parfois édifiantes et remarquables, donc je voulais quand même les évoquer. Et puis sinon, rien de tel que le magazine papier. Le magazine papier, il y en a plein. Heidi, Numéro Magazine, Self Service Magazine, Pop Magazine, Interview Magazine, Another Magazine, New York Times Fashion and Style sur Insta, c'est vachement bien, W Mag, toujours bien, Business of Fashion, c'est la base, Business of Fashion, je veux dire, il y a tout. Dazed and Confused, c'est vachement bien. Magazine Antidote, bon, c'est pas hyper poussé, mais disons que ça donne un peu l'actu, qu'est-ce qui se passe dans l'industrie, donc c'est sympa aussi de l'avoir dans son feed Insta. Parce que tous ces magazines, vous les retrouvez aussi sur Instagram, évidemment, parce que ça coûte très cher les beaux magazines, donc suivez-les sur Instagram. Et maintenant, je vais répondre à quelques-unes de vos questions, parce que vous m'en avez posé quelques-unes. Voilà, pour finir, compléter un peu cette vidéo qui, me semble-t-il, est extrêmement longue. Alors, comment tu différencies philosophie de la mode et du vêtement? C'est une question très compliquée, primordiale, mais très compliquée. Moi en tout cas, c'est comme ça que je l'ai défini dans mon mémoire cette année, mais je n'ai pas toujours raison et cette définition n'est pas du tout exhaustive, loin de là. La mode désigne certes l'habillage. L'habillage, je le comprends comme étant la somme de toutes les parures, ornementations du corps à visée esthétique, c'est-à-dire les vêtements bien sûr, mais aussi le maquillage, les bijoux et autres formes décoratives et ornementales, hein, les piercings, les tatouages, etc. Donc c'est certes l'habillage, mais c'est aussi un système, une idéologie qui est constitutive des formes du social dans le contemporain. Pour moi, la mode, c'est un mécanisme qui est régi par un certain nombre de principes qui peuvent s'appliquer à toutes les formes culturelles, tous les objets de consommation du monde contemporain, mais aussi l'art, la science, la politique, etc. Parce que... excusez-moi, je m'étouffe. Ces domaines-là sont aussi régis par les principes de la mode au sens mécanisme de mode. Et ces principes, c'est le rejet du passé, le désir de nouveauté et aussi la contingence. Alors qu'est-ce que c'est la contingence? Je m'explique. La contingence, c'est tout ce qui pourrait potentiellement être différent mais qui ne l'est pas en fait. Une des valeurs principales de la société contemporaine, c'est la nouveauté. C'est une valeur qui s'autoconsume puisque dès que la nouveauté est ingérée par la masse des gens, par la majorité, elle n'est plus nouveauté. Il faut qu'elle se régénère, il faut qu'elle se réinvente. Elena Esposito, elle a écrit un chapitre dans un ouvrage collectif qui s'appelle Philosophical Perspectives on Fashion. Elle a écrit un chapitre entier dédié à la définition de la contingence dans la mode et de qu'est-ce que ça recoupe. Et c'est hyper intéressant. En gros, elle dit que dans les sociétés prémodernes, voilà, il y avait des valeurs qui étaient stables, immuables, comme voilà le beau, le vrai, le bien, le mal, et elles étaient nécessaires au bon fonctionnement de la société. Tandis qu'aujourd'hui, dans les sociétés modernes et post-modernes, ces valeurs n'existent plus.
Donc la société moderne, elle est caractérisée par un principe de variabilité, elle est régie par un principe de surenchère du coup. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile de définir conceptuellement la mode, c'est parce qu'elle change tout le temps sans cesse, qu'elle est là où on ne l'attend pas, qu'elle est difficile à saisir, qu'elle peut se transporter d'objet en objet. Pour ce qui est de la philosophie du vêtement, c'est, je dirais, une échelle en dessous. J'ai l'impression que quand on fait de la philosophie d'un vêtement, on est presque dans l'anthropologie, dans le sens où on est obligé de faire l'histoire matérielle d'un objet. Parce qu'un vêtement, c'est aussi un objet. Il y a une approche où on dissèque quelque chose sans prendre en compte un aspect plus global. Après, il est évidemment possible de faire de la philosophie d'un vêtement, et Georg Simmel l'a notamment fait avec la parure, les bijoux. Je sais pas si ma définition a été très claire, je me suis un petit peu perdue. Question suivante. As-tu un métier particulier en tête? Que comptes-tu faire après tes études? Je l'ignore. As-tu étudié le phénomène d'iconisation, le rôle des icônes de mode dans dans la société, etc. Dans ma vidéo sur Cannes, on va en parler. On va parler du statut d'icône et du tout le sous-texte liturgique et religieux qu'il y a là-dedans, donc je n'en dis pas plus. Quels sont les rapports entre philosophes de la mode et créateurs, créatrices? C'est une super question et je crois qu'il n'y en a pas tant. En fait, il n'y en a pas tant, en tout cas j'ai pas l'impression. Simplement, je peux te dire que Emmanuel Coccia, dont je vous parlais, c'est que en gros lui il fait un peu figure d'exception. Il a déjà bossé pour Dior, je sais qu'il a déjà fait des vidéos pour la chaîne YouTube de Dior, je pourrais vous le mettre aussi en barre d'infos. Et là il bosse actuellement avec Alessandro Michel, le directeur artistique de Gucci. Ils écrivent un livre à 4 mains sur les liens entre la philosophie et la mode qui devrait paraître l'année prochaine. Voilà, et c'est un fait un peu figure d'exception il me semble. Mais Alessandro Michel c'est un créateur, c'est un styliste, un directeur artistique, whatever, qui lui s'inspire beaucoup de la philo dans ses défilés. Pour un de ses défilés, je me rappelle plus de la collection, il était parti du concept de biopouvoir, qui est un concept de Foucault, un styliste qui s'imprègne beaucoup de concepts philosophiques en fait. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Je sais pas trop s'il y en a d'autres, j'ai pas tant l'impression. Par exemple, Pier Paolo Piccioli, lui, c'est plus la littérature ou les poètes. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que je vous ai un petit peu appris des choses, donné des pistes. N'hésitez pas à consulter du coup tous les liens que je vous ai mis en barre d'infos. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et aussi sur mon blog, même si je n'écris plus rien, ça devrait reprendre du poil de la bête d'ici peu. Vous pouvez vous abonner si la vidéo vous a plu, j'espère que je vais pouvoir en sortir d'autres bientôt. C'est pas les idées qui manquent comme d'habitude. Et puis je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très bientôt.